Donc Laurent Couvé, moi je suis responsable de l'activité de veille technologique au CETIM et donc aujourd'hui avec Stéphane Méniglier et Bertrand Bello, nous allons vous parler des technologies prioritaires en mécanique à l'horizon 2025. Alors ce n'est pas le premier webinaire que l'on fait sur ces fameuses technologies prioritaires, hein. On en avait fait fin mars et début avril, mais là on a jugé utile d'en refaire un pour ceux qui n'avaient pas eu l'information il y a 2 mois, en cette période où c'est toujours compliqué de se brancher sur les bons canaux d'information. Donc juste en introduction, avant de laisser la parole à mes collègues qui vont rentrer dans le détail de 4 de ces technologies prioritaires en mécanique à l'horizon 2025, vous rappelez que cela fait déjà une bonne vingtaine d'années que le CETIM, avec un certain nombre de partenaires, réalise cet exercice technologie prioritaire en mécanique, qui a pour but d'éclairer les entreprises mécaniciennes et tout leur écosystème, hein, donc vos clients, vos fournisseurs, le monde académique, universitaire et de la recherche, voire les institutionnels dans vos régions en France ou plus largement, donc de les éclairer sur des technologies qu'on a jugées particulièrement importantes. Donc vous voyez, ça fait 20 ans qu'on fait cet exercice et à chaque fois, on a mis le coup de projecteur sur une cinquantaine de technologies qui nous paraissaient les plus clés, les plus importantes pour le développement des entreprises de mécanique à moyen terme. Donc ce sont des technologies qui ont un certain impact évidemment sur votre compétitivité. Ce sont des technologies qui vont concerner un certain nombre de métiers, de professions, d'activités mécaniciennes, hein, donc relativement transversales à l'industrie manufacturing et mécanique. Et puis des technologies qui vont pas forcément être hyper nouvelles, hein, donc ne vous attendez pas à voir des choses que vous ignorez, vous ne connaissez pas du tout. On met l'accent vraiment sur des technologies qui commencent à être connues mais qui ne sont pas encore largement diffusées, notamment dans les PME et PMI de l'industrie mécanique. Alors cet exercice, je vous le disais, on ne le fait pas tout seul. Là, vous avez les logos de l'ensemble des partenaires qui ont travaillé avec nous durant toute l'année 2019 et le début de l'année 2020 sur ces technologies prioritaires à l'horizon 2025. Donc sur ce slide page 3, vous voyez que évidemment au cœur il y a le CETIM, mais tout autour de nous il y a à la fois des industriels mécaniciens, des donneurs d'ordre de la mécanique qui sont sur la droite du transparent, et puis sur la gauche d'autres acteurs de la R&D ou de la recherche ou du monde universitaire qui nous ont apporté leur éclairage complémentaire pour élaborer un exercice technologie prioritaire 2025 le plus pertinent possible. Alors justement, comment avons-nous travaillé pour élaborer cet exercice? C'est ce que vous avez en page 4. Donc on est parti déjà de l'analyse d'un certain nombre de roadmaps technologiques que l'on a pu identifier au niveau mondial, hein, donc à la fois France, Europe, États-Unis et Asie pour l'essentiel. Ces roadmaps nous ont donné un certain nombre de pistes et de technologies que d'autres pays jugeaient importantes. On a complété tout ça avec l'activité de veille technologique quotidienne du CETIM, hein, puisqu'on publie pratiquement 250 documents de veille chaque année. Ça nous donne une matière première importante pour voir et pour sentir qu'est-ce qui bouge dans l'industrie mécanique. On est arrivé ainsi à une liste de 84 technologies candidates, hein, et je vous ai dit on voulait en retenir une cinquantaine, donc on a fait un filtre avec plusieurs critères qui ont servi de critères de vote pour les membres du groupe de travail que je vous ai présenté juste avant, et au final on a retenu 51 technologies prioritaires à l'horizon 2025. Et puis ensuite tout cela a été validé à la fois par nos experts référents au CETIM et puis par un certain nombre d'industriels qu'on a sollicités pour qu'ils valident le contenu des fiches que Stéphane et Bertrand vont vous présenter juste après.
Pour vous donner quelques éléments quantitatifs entre l'exercice précédent, donc technologie prioritaire 2020, et puis cet exercice TPM 2025, vous voyez que on n'est pas sur une révolution d'une fois sur l'autre, mais il y a quand même 30% des technologies qui sont nouvelles. Hein, donc 15 sur les 51 technologies retenues comme prioritaires cette fois-ci sont nouvelles, c'est-à-dire qu'elles ne figuraient pas dans le précédent exercice qui a été fait en 2015. Par contre, de cet exercice TPM 2020, on a quand même reconduit 36 technologies, donc ça veut dire que les technologies qu'on avait jugées prioritaires il y a 5 ans continuent à l'être et qu'elles ne se sont pas suffisamment déployées dans les PME pour qu'elles sortent finalement de notre panier. Et puis on a eu 11 technologies qui n'ont pas été retenues, c'est-à-dire qui ont été jugées moins prioritaires aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Donc voilà pour les aspects quantitatifs. Et ces 51 technologies prioritaires à l'horizon 2025, les voici donc réparties en 6 grandes familles: les matériaux et les surfaces, les procédés de fabrication, la conception et la simulation, le numérique, les objets connectés et la surveillance, et le développement durable. Donc aujourd'hui, le zoom sera fait notamment sur 2 technologies de la brique procédé de fabrication, hein, et ensuite sur 2 autres technologies de la brique conception simulation. Dans ce tableau, les 15 technologies qui sont en fond jaune sont les 15 technologies nouvelles que je vous évoquais juste avant. Donc vous voyez que, sans qu'on ait triché, on trouve des technologies nouvelles dans chacune des briques, beaucoup dans les matériaux, mais il y en a au moins 2, voire 3 dans chacune des 6 briques qui structurent notre exercice de prospective technologique. Donc voilà, on ne va pas vous présenter les 51, on va faire le zoom sur 4. Mais si on regarde d'un peu plus haut l'ensemble de ces 51 technologies, évidemment, il y a beaucoup de technologies prioritaires qui contribuent à ce qu'on appelle l'industrie du futur, l'industrie 4.0, la fabrication additive, les aspects de robotisation, les machines intelligentes qu'on évoquera tout à l'heure, etc. Il y a un certain nombre de technologies qui contribuent à la transition écologique et énergétique, hein, que ce soit la réduction des frottements, que ce soit l'hydrogène ou la valorisation des déchets, par exemple. On trouve évidemment les mots-clés du numérique qui font le buzz aujourd'hui. Hein. On ne pouvait pas ne pas retenir l'intelligence artificielle, le jumeau numérique, par exemple. Et puis quelques technologies peut-être un petit peu plus originales qu'on n'avait pas forcément imaginées au départ, sur la modélisation des procédés qu'on évoquera tout à l'heure, ou la métallurgie numérique, ou les aspects de géolocalisation sur site. Voilà un petit peu pour la vue vraiment très panoramique de cet exercice TPM 2025 et des 51 technologies qui le constituent. Juste pour terminer, quelques éléments sur la diffusion, parce que c'est ça qui vous intéresse, comment accéder finalement à cette information qui a été produite par le CETIM. Alors, il y aura un ouvrage, mais quand je dis il y aura, c'est qu'on n'a pas commencé par une version papier. Hein. Les fois précédentes, on avait effectivement publié un document, un bel ouvrage dont vous avez vu la couverture tout à l'heure. Cette fois-ci, on a commencé par du numérique, et l'ouvrage que je vous ai mis à l'écran, la page 9, va sortir incessamment sous peu, il est prêt, hein. Mais c'est un petit document d'une dizaine de pages qui donne simplement les grandes lignes directrices de cet exercice technologie prioritaire en mécanique, mais qui ne comportera pas tout le détail informatif sur ces technologies. Vous avez également, d'un point de vue plus moderne, et ça c'est nouveau, une playlist sur la chaîne YouTube du CETIM, dans laquelle il y a déjà, enfin en tout cas hier soir, il y avait déjà 7 vidéos que vous avez sur la droite de la page 10, 7 vidéos dont les 4 webinaires qu'on a fait il y a un peu plus d'un mois, et puis quelques zooms par exemple sur la réduction du frottement, où notre expert Yann Minchen, que vous avez en photo, vous explique pourquoi les aspects de tribologie et de réduction des frottements sont effectivement quelque chose de très important pour l'industrie mécanique. Donc ça c'est la partie vidéo.
Et puis pour terminer, du numérique plus classique, hein, donc sur la gauche de cette page 11, le site internet TPM 2025 qui a été mis en ligne fin mars. Et sur la droite du slide 11, c'est les fiches qui présentent chacune des 51 technologies prioritaires. Je ne vais pas les détailler puisque ce sont ces fiches, ces supports que Stéphane et Bertrand vont utiliser dans quelques secondes pour vous présenter les 4 technologies qu'on vous propose aujourd'hui. Et sur la partie droite du slide, eh bien, vous avez tous les documents qui nous ont servi de base pour élaborer ces technologies prioritaires, notamment toutes les notes et dossiers de veille que l'on publie régulièrement et qui sont pour la plupart réservés à nos cotisants et qui sont également disponibles sur la Mécatech. Je vais passer tout de suite la parole à Stéphane Maniglier. Donc Stéphane va nous parler de 2 technologies qu'il connaît bien dans le domaine des procédés. Je te laisse la parole, Stéphane. Alors moi je vais vous parler de 2 thématiques principales. La première concerne les machines de production intelligentes et la deuxième concerne les procédés d'assistance, l'usinage dits assisté. Alors pour commencer sur les machines de production intelligentes, qu'est-ce que l'on entend par machine de production intelligente? Donc Laurence, la suivante s'il te veut, merci. En fait, ce qu'on va mettre derrière ce terme, la définition officielle qu'on pourrait retenir sur ce terme, ce sont des systèmes de production agiles, puisque, comme vous le savez tous, l'industrie de demain a besoin de machines de plus en plus agiles, qui vont, eux, comporter une automatisation de plus en plus importante et une commande de process de plus en plus intégrée et adaptative. Qu'est-ce qu'on entend par adaptative et intégrée? C'est qu'à l'intérieur de ces machines, on va bénéficier de différents capteurs, de différents systèmes qui vont nous permettre d'acquérir de la donnée, mais également de systèmes d'intelligence qui vont nous permettre d'analyser cette donnée et de pouvoir s'adapter à l'évolution de leur fonctionnement autonome ou à l'évolution de la demande des gens qui pilotent les ateliers. C'est notamment le cas de certains modules qu'on pourrait intégrer dans les machines qui permettraient de reconfigurer très rapidement les moyens de production pour s'adapter à des évolutions de production, par exemple. Des machines agiles qui permettent de répondre à une évolution très, très rapide de la production, que ce soit en petite, moyenne, voire même en grande série, ce qui est possible également. Aujourd'hui, ces machines, des machines avec de l'intelligence, s'il en existe, avec de l'intelligence extérieure, il y a des choses qui sont techniquement rendues possibles par les évolutions de la technique, hein, bien entendu, ce qu'on voit tous les jours sur les salons, ce dont vous avez peut-être entendu parler à la télévision ou sur des magazines spécialisés. Par contre, on a très très peu de vraies machines qui soient intelligente dans les ateliers de mécanique, intelligente et connectée. Pourquoi est-ce qu'on fait ce distinguo? D'une part parce que la connexion est l'un des moyens d'accès à l'intelligence pour ces moyens, c'est-à-dire que cette connexion va nous permettre d'extraire de la donnée qui va pouvoir être traitée dans un lieu qui peut être l'environnement de la machine, la commande numérique, l'ordinateur ou la mémoire vive de la machine, si vous voulez, mais également des systèmes déportés qui sont des réseaux d'ateliers, qui sont des ordinateurs, des calculateurs qui pourraient se trouver un petit peu n'importe où, qui pourraient analyser, capitaliser la donnée générée par cette machine et interagir avec différents autres systèmes de l'entreprise. Bien entendu, une machine connectée nécessite de prendre en compte les risques de cybersécurité. Depuis que les entreprises accèdent à l'industrie 4.0, à l'hyperconnexion de toutes les machines, de tous les moyens, on s'est aperçu notamment en Allemagne qu'il y a eu des attaques qui ont été le fait de hackers, qui ont réussi à pirater même des automatismes. Donc le développement de la machine intelligente passe forcément par le développement de systèmes de cybersécurité associés aux machines. On n'est plus dans le même langage de programmation ou dans la même exploitation que ce qu'on est capable de faire sur des ordinateurs de type PC ou autres, hein, des ordinateurs de bureautique. Il y a un langage particulier, il y a des accès particuliers sur ces machines, donc il va falloir avoir des niveaux de cybersécurité importants. Aujourd'hui, on estime que le marché de la machine intelligente pourrait représenter 350 milliards d'euros dans le monde. C'est quand même pas une paille. 350 milliards d'euros, si au niveau du chiffre d'affaires de la mécanique, c'est quand même un chiffre d'affaires hyper important. Et puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'intelligence dans la machine, sur l'apport d'intelligence extérieure ou interne à la machine, et c'est notamment le rôle de certains consortiums et de certains regroupements qui travaillent sur
l'édition de standards, l'édition de règles, de dispositifs qui nous permettraient de rendre les machines communicantes et intelligentes. Et c'est notamment là-dessus que travaille l'OPC-UA. Donc c'est la fondation pour le protocole OPC, qui a rédigé plusieurs spécifications qui représentent aujourd'hui un total de 800 pages. Il y a d'ailleurs une spécification qui est sortie hier qui reprend le langage dit UMATI, donc le langage qui permet l'interconnexion des machines à un atelier, l'interconnexion des machines entre elles. C'est tout nouveau, c'est sorti hier. Demain, dans nos ateliers, qu'est-ce qu'on va voir quand on va parler de machines intelligentes? On vous l'a dit tout à l'heure, certains termes, vous les connaissez déjà, certaines choses, vous les avez déjà vues passer. Vous avez sans doute entendu parler de closed door machining, la machine qui fonctionne toute seule, sans qu'on ait besoin d'intervention humaine trop répétée dans cette machine. Ces termes sont repris par des fabricants, des utilisateurs, des mécaniciens qui travaillent dans le domaine aéronautique, beaucoup pour l'instant, mais pour autant, ils ne nous sont pas inconnus. Ce sont des choses qui se développent de plus en plus et on verra tout à l'heure peut-être un exemple, on pourra évacuer tout ça avec un exemple. Et puis d'autres modes de diffusion vont peut-être voir le jour avec cette entreprise, cette machine intelligente, cette machine de production intelligente. Il y a peut-être d'autres modèles marchés qui vont exister, d'autres business models qui vont pouvoir se développer, et puis considérer l'entreprise et la machine non plus comme un ensemble d'équipements individuels, mais avec comme un système de production et un système avec son propre business model. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on appelle le principe de factory as a product. L'entreprise devient un produit, un business model à particulier est associé. Alors, pourquoi utiliser des machines de production intelligentes? Qu'est-ce que ça pourrait apporter aujourd'hui dans l'entreprise? Quel est le rôle de ces machines? Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de plus de ces machines par rapport aux machines que l'on connaît déjà et aux compétences qui sont déjà disponibles dans les entreprises? L'un des objectifs prioritaires de ces machines intelligentes et de ces machines, comme vous l'a dit, très agiles, ça serait d'être capable de réaliser de petites séries de production, des moyennes séries de plus en plus vite. C'est-à-dire de passer d'un mode de réglage de machine quelque part un petit peu long, qui plombe le coût de ce montage de machines, vers un modèle beaucoup plus économique qui nous permettrait d'être de plus en plus compétitifs et de permettre de faciliter également le travail dans les ateliers en optimisant au maximum et en automatisant au maximum le changement de série. Et puis derrière tout ça, il y a un objectif quand même important, on en parle beaucoup en fabrication additive, mais la mécanique a de très très bons arguments pour adresser ce marché également, c'est la capacité de réaliser des produits personnalisés. La mécanique permet de réaliser des pièces et des produits avec un coût imbattable par rapport à d'autres applications telles que la fabrication additive. C'est pas toujours vrai sur la réalisation de produits personnalisés, mais avec les machines de demain, avec les machines intelligentes de demain, c'est un objectif qui est atteignable en permettant de réduire les coûts de changement de série, donc d'individualiser et de personnaliser les productions. Au niveau de la machine intelligente, un axe important également, c'est tout ce qui concerne le management de la qualité. Ces machines auront demain un apport important sur la qualité des pièces produites. En effet, ces machines vont être dotées, comme on vous l'a dit, de systèmes de détection, de capteurs, de détection de grandeur physique, de mesure, de choses comme ça, qui vont leur permettre, en surveillant le process ou en surveillant la pièce réalisée, d'identifier les cas classiques de production, donc la production de pièces bonnes, et d'identifier également lorsqu'une production va dériver, que ce soit dimensionnellement ou dans le process, et d'être capable d'agir sur ce process ou sur cette production de façon à corriger le process et la production pour obtenir une pièce bonne dans 100% des cas. C'est très important que ce soit en production de série, mais également sur les productions de pièces unitaires. Lorsque vous travaillez à partir d'un brut matière qui est très cher, qui est onéreux, on n'a pas forcément envie de faire une fausse manip et de le mettre à la benne tout de suite. Donc l'idéal en travaillant avec une de ces machines intelligentes, c'est d'être capable de faire la première pièce bonne dans 100% des cas, bon du premier coup. Donc c'est un bénéfice très très important de ce type de machine. L'avantage sur l'adaptation rapide du changement de production, il va de soi, si on est capable de changer rapidement les séries de production, de changer rapidement, de reconfigurer l'outil de production, on va être de plus en plus productif et de plus en plus rentable face à des concurrences internationales.
Autre axe qui est qui est beaucoup mis en avant dans le domaine de l'industrie 4.0, industrie du futur, appelons-la comme on veut, c'est la capacité de disposer de données qui vont nous permettre un reporting et une analyse de plus en plus importante de ce qui se passe sur la machine. On le voit beaucoup et c'est à mon sens un petit peu dommage que beaucoup de fabricants à l'international n'axent leur discours sur l'industrie du futur que sur cette remontée d'infos qui vous permet un pilotage de l'atelier, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut analyser, certes, tout ce qui concerne les ROI, le temps de fonctionnement, le temps d'ouverture des machines, etc., etc. Mais avec les nouvelles machines intelligentes, on pourra aller de plus en plus loin et notamment réaliser des statistiques très très avancées sur des caractéristiques liées au process de la machine. Caractéristiques de process, optimiser en direct les conditions de coupe, optimiser également le taux de consommation de matière, optimiser les consommations d'outils, identifier également ces consommations outils pour renvoyer de la donnée vers les systèmes de chiffrage et d'être capable d'identifier au plus juste pour la suite les coûts de production, les vrais coûts de production pour se rapprocher le plus possible du coût réel de la production et ne pas percer à côté de marchés potentiels. Par contre, comme vous l'imaginez, l'introduction de ces machines dans les entreprises va poser quelques problèmes et il va y avoir quelques défis assez importants qui vont être à relever. Aujourd'hui, on travaille, même si on travaille beaucoup avec des commandes numériques, la numérisation nécessaire aux machines de production intelligente et celle qu'on connaît n'a pas grand-chose à voir. On va avoir des machines de plus en plus ouvertes, donc ils vont devoir communiquer, devront être capables d'envoyer de la donnée sur l'extérieur, mais également d'absorber de la donnée qui leur sera fournie par l'intérieur. Il va falloir faire appel de plus en plus à des logiciels de type FAO, à des logiciels d'assistance, des logiciels qui vont nous permettre de simplifier ou d'aller plus vite sur la production des pièces ou la reconfiguration. Donc il y a une notion de numérique, d'ouverture numérique qui va être importante à prendre en compte. Et puis, dans l'organisation de l'entreprise aussi, et dans l'organisation des ateliers, on va avoir un impact relativement fort. On va passer de systèmes de commandes relativement rigides, avec des systèmes hiérarchisés, de décision ou de mise en œuvre sur les moyens de production, à des systèmes multi-agents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une machine intelligente, avec des machines intelligentes et un atelier connecté, quelque part, on va être enfin pas dépendant, mais en tout cas, on va recevoir des préconisations de la part de systèmes informatiques qui vont nous préconiser des choix de machines, des choix d'équipements pour réaliser des pièces ou autres, qui peuvent aller à l'encontre de ce qu'on faisait d'habitude et de nos habitudes de travail. Ce sera plus forcément un bureau des méthodes qui dira vous utiliserez telle machine pour faire telle pièce à tel moment. Ça va être des systèmes qui vont se reconfigurer en temps réel en disant bah tiens, la machine qui était imaginée pour faire cette pièce est actuellement employée et occupée, elle a subi une panne et puis on estime que la maintenance nécessaire ne nous permettra pas de réaliser la pièce en temps réel, en temps utile sur la bonne machine. Donc on va vous proposer une autre machine et des outils différents et les procédés, des gammes associées, des évolutions de gamme associées. Donc tout ça est une nouvelle démarche qu'il va falloir faire passer auprès des salariés notamment. Ces machines elles vont avoir un impact sur la sécurité des travailleurs, même si on parle de closed door machining, d'usinage porte fermée sur les machines, on a quand même toujours besoin des opérateurs. Donc il va falloir adapter l'organisation de nos ateliers, adapter le fonctionnement même des ateliers, si on parle dans une optique d'atelier connecté avec des AGV, des choses comme ça, qui pourraient desservir les machines et être communicants avec les machines, de penser à la sécurité des gens qui vont travailler à l'intérieur. Donc ça va demander de nouvelles compétences dans ce domaine-là. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir faire très très attention à la cybersécurité. Alors, il y a déjà des solutions qui se dessinent, mais il va falloir vraiment mettre l'accent sur la cybersécurité. Et le choix des moyens, de plus en plus, on va aller vers des choix de machines qui soient polyvalentes, non plus des machines vraiment spécialisées, mais des machines polyvalentes qui vont être capables de passer très rapidement d'une prod à une autre. Machine de production intelligente. Donc, au niveau des quelques nouveautés dont on pourrait parler, on voit énormément de solutions qui se présentent sur les salons lors des journées portes ouvertes ou autres. On a notamment des méthodologies qui se développent, qui nous sont proposées au fur et à mesure, qui vont permettre de concevoir des systèmes de fabrication qui soient facilement reconfigurables avec quelque part une interaction en continu sur l'optimisation du flux de production, sur les paramètres et l'optimisation du flux de production.
Vous trouvez d'ailleurs de plus en plus de logiciels qui vont là-dessus et des machines qui disposent de lignes de production, on peut même plutôt parler de lignes de production, qui possèdent des capacités de reconfiguration. Vous avez de plus en plus aujourd'hui de fabricants de machines qui proposent des systèmes intégrables à leurs moyens de production, que ce soit pour réaliser des manipulations, faire de la mesure en dehors de la machine, etc., etc. Donc tous ces systèmes sont en train de petit à petit de voir le jour et de se proposer sur le marché. On a également des méthodes et des outils qui vont vous permettre d'optimiser les temps de paramètres et de corriger au fur et à mesure les paramètres, les dérives de paramètres. C'est notamment le concept de la ligne Usitronic qu'on avait réalisé avec différents partenaires. Donc ces systèmes-là nous permettent de garantir la production de pièces bonnes, en tout cas de mesurer les pièces, de corriger ces pièces, de corriger les dérives de production des machines de façon à ce que les pièces suivantes produites soient bonnes, et ça en temps, je dirais presque réel, puisque on travaille sur la pièce moins 1 en fait, pièce moins 1 ou pièce moins X en fonction du temps de série nécessaire à la production. Vous mesurez la pièce produite, vous vous assurez avant que les conditions de coupe sont optimales, vous faites communiquer ensemble tous les équipements de la ligne de production et vous avez une installation intelligente. On a beaucoup de protocoles de connexion de machines qui sont nécessaires puisque les machines vont devoir communiquer entre elles mais dans un atelier. On a parlé il y a quelques années de MT Connect qu'on avait beaucoup vu se développer aux États-Unis et en Asie. Et on a un parallèle qui se développe en Europe qui est le langage UMATI qui est en train d'essayer de devenir un standard de communication via le protocole OPC-UA qui permettra de devenir un espèce de super interpréteur qui permettra à toutes les machines de communiquer ensemble. À côté de ça, on voit se développer des systèmes de simulation pour optimiser, en fait, configurer plus rapidement et optimiser les systèmes de production. Et puis l'intégration de l'auto-adaptation se fait de plus en plus présente dans les entreprises et chez les fabricants de moyens. On a des systèmes tels que le système FANUC qui est capable, l'AI Thermal Displacement, qui intègre en fait des analyses réalisées sur la machine via des signaux, des grandeurs physiques mesurées et des interactions avec le moyen de production, avec la commande numérique, via un système d'intelligence artificielle qui va quelque part prédire une dérive du process et qui va jouer sur différents paramètres pour corriger cette dérive et obtenir la fabrication de pièces bonnes. Mais vous avez ça également chez Mazak, vous le trouvez chez un grand nombre de fabricants. Et puis, en dehors de ces fabricants de machines, on a des systèmes de pilotage dimensionnel, donc qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a sur Usitronic, qui se développe sous le terme closed loop machining, c'est-à-dire l'usinage en boucle fermée. Et on trouve ces systèmes chez Gleason, chez Caron Engineering, Renishaw, Hexagon. Donc là encore, on vient mesurer la pièce produite et on renvoie à la machine de production les corrections nécessaires via des algorithmes très particuliers qui vont permettre de s'assurer que toutes les pièces produites soient bonnes et ne quittent pas les tolérances fixes établies pour ces pièces. Alors, au niveau des tendances, bon, comme je vous parlais de la sécurisation. Effectivement, on a des craintes sur la sécurisation des données, des échanges de données. Donc, de nombreux partenariats se sont développés. Il y a pas mal de travail de sociétés qui bossent dessus, dont notamment des sociétés spécialisées dans l'électronique et l'informatique. C'est quand même relativement, c'est un marché qui est très intéressant pour eux, très important. Mais c'est également rassurant de voir des spécialistes travailler dans ce domaine-là. Donc, on a notamment HP, Hewlett Packard, General Electric, Schneider, etc., qui travaillent sur ces domaines et qui dotent l'industrie de moyens de sécurisation des ateliers et des machines de production. On a également vu un système très sympa qui s'appelle IT Speaks Athena en fait, qui permet de programmer des machines en langage naturel. C'est-à-dire qu'un opérateur se tient dans la machine, il a un micro, il parle, il a un casque et un micro, il parle à la machine en lui donnant un ordre, un petit peu comme ce que vous feriez avec vos enceintes connectées à la maison, Alexa et autres. La machine comprend une cinquantaine, une soixantaine d'ordres pour l'instant, et est capable d'interagir directement par la voix avec l'opérateur. Dans certains cas, il y a des validations ou pas, ça dépend. Mais bon, tout ça rentre dans la tendance de ces machines de production intelligentes et facilement utilisables. Et puis, on voit apparaître des composants adaptatifs également, qui sont basés sur de l'adaptronique, donc du matériau intelligent doté de fonctions complémentaires, qui permettent d'aller de plus en plus loin vers ces machines intelligentes. Comme je vous le disais, la machine communique énormément avec l'extérieur, elle produit de la donnée. L'industrie de la machine-outil est le deuxième plus gros fournisseur de données dans le monde. Ces données doivent donc être analysées, captées, analysées et partagées quelque part sur des centres des ressources informatiques qui vont nous permettre de générer l'intelligence et puis la rétroaction nécessaire sur les moyens.
Comme on en parlait tout à l'heure, on se demande si un nouveau business model ne va pas apparaître sur le domaine de la machine-outil, c'est-à-dire quelque part la location entre guillemets de machines, hein. Vous ne vendez plus la production, vous ne vendriez plus la production d'une pièce à votre client, mais l'utilisation d'une machine pendant X temps, X heures dans l'année. C'est le concept de machine as a service où voilà, on vient radicalement modifier le fonctionnement des entreprises. Donc c'est une tendance qui semble se dessiner, qu'on voit apparaître de plus en plus. Grâce à voilà, d'accord. Petit point quand même sur le PCUA. Donc, le PCUA, c'est un langage en fait. Ce sont des standards de communication. Le JMELEC et la fondation OPC, donc qui gère les standards de protocole OPCUA, ont lancé officiellement en 2019, fin de l'année 2019, l'OPC France. C'est un groupe de travail qui a pour objectif de déployer de plus en plus la technologie OPCUA, donc les protocoles de communication OPC, qui permettra l'interopérabilité des différents systèmes dans l'entreprise, dans un cadre industrie du futur, mais aussi dans un cadre de faciliter l'utilisation par les opérateurs des moyens de production et de tout leur potentiel de communication. Voilà. Je te propose qu'on passe à la suivante. Alors, l'usinage assisté, qu'est-ce que c'est? L'usinage assisté, c'est l'intégration dans le processus d'usinage de procédés d'assistance à l'usinage, à la coupe, en fait, avec une technologie cryogénique. Que ce soit de l'air refroidi, donc de l'air comprimé, hein, de l'air classique, des fluides cryogéniques, du dioxyde de carbone, etc., etc., azote liquide, etc. Ces technos, on les connaît, on en parle un petit peu régulièrement. Vous avez pas mal de choses qui sont téléchargeables sur le domaine dans nos fiches de veille, mais il y a également des assistances, des procédés d'assistance qui sont un petit peu différents. Des procédés d'assistance vibratoire, ultrasonique ou par jet haute pression, ou même du laser qui a été tenté il y a quelques années et qui semble encore représenter le bout de son nez pour améliorer les procédés d'usinage. À quoi ça sert? Ça sert à gagner du temps, à consommer moins d'outils de coupe et ça sert à garantir la qualité des pièces. On voit par exemple que d'après certaines études, l'usinage assisté par ultrasons a permis de réduire des efforts de manière significative puisque les efforts de coupe ont été diminués de près de 40%. Quand on analyse l'usinage cryogénique, les brevets déposés dans le domaine de l'usinage cryogénique, on voit que c'est une technologie très très importante pour les fabricants d'outils et de moyens, puisque ces fabricants ont déposé pas moins de 554 brevets en 20 ans, ce qui représente quand même un nombre très important pour cette application. Et bien entendu, ces systèmes d'assistance seront demain un des outils de votre machine intelligente, puisqu'ils pourront s'interfacer avec cette machine et être utilisés sur la machine via le closed door machining, etc., etc. Alors, quel est l'impact, le réel avantage de ces procédés d'assistance à l'usinage? C'est la réduction des coûts de consommables. C'est-à-dire qu'on va réduire le nombre d'outils consommés pendant l'usinage et puis on va réduire le temps de changement de ces outils, le temps de rechargement de ces outils, qui est un coût homme de réglage relativement important. Dans certains cas, dans la plupart des cas, l'avantage de la cryogénie, c'est on va remplacer le fluide de coupe par un liquide cryogénique ou un gaz cryogénique ou de l'air froid, qui va permettre de supprimer les lubrifiants, donc moins de consommation de lubrifiants, moins de consommation d'énergie sur la machine, et donc on va y avoir le deuxième effet qui se coule, entre autres, ça va être de nous supprimer les problématiques de lavage ou de dégraissage de pièces, vu qu'on n'aura plus utilisé de produits gras, de fluide de coupe, on aura moins besoin de nettoyer ces pièces. Dans certains cas, certains procédés d'assistance, tels que les procédés vibratoires, nous permettent également d'augmenter les vitesses d'usinage, d'augmenter les vitesses de coupe. Et en règle générale, on arrive même à améliorer les états de surface des pièces produites ainsi. L'objectif de tout ça, vous l'avez compris, c'est de gagner en productivité et c'est donc d'améliorer en fait la rentabilité de ces opérations d'usinage dans l'entreprise. Par contre, il y a quelques défis à relever, notamment sur la diffusion de ces moyens. Ces technologies, en fait, sont peu accessibles. On n'a pas beaucoup de fournisseurs qui sont présents sur le marché. Les offres en matière de porte-outils et outils de coupe spécialement dédiés à l'usinage cryogénique, par exemple, se développent petit à petit, mais ça commence seulement. On les a vus lors du dernier salon EMO, je crois, avec une vraie gamme de porte-outils et d'outils dédiés. Les procédés d'assistance cryogénique sont encore au stade en un TRL relativement faible, en fait, sont encore en plein développement. Et puis il y a beaucoup de discussions sur quel gaz on va utiliser, quel procédé on va utiliser, quels vont être leurs impacts sur la durée de vie des composants machines.
Et puis également sur les gaz, qu'est-ce qu'on va utiliser du CO2? Est-ce qu'on va utiliser de l'azote liquide? Si oui, quelles sont les précautions à prendre en matière de sécurité humaine, en matière de sécurité des moyens matériels, etc., etc. Ces procédés, ils refroidissent très rapidement la zone de contact outil-matière et surtout l'outil, mais ils peuvent avoir un impact sur certains matériaux, notamment si vous refroidissez trop brutalement la surface d'un matériau que vous usinez. Ça peut être problématique sur certains inox, par exemple. Et puis, l'affluence de ces procédés sur des pièces de très petite dimension, et sur des qualités de pièces est encore on va dire, à garantir dans 100% des cas. Alors, quelques tendances. Eh bien, on voit, si pendant très longtemps, on n'a pas vu vraiment de gros développements, mis à part chez MAG aux États-Unis en 2010-2011, où la technologie cryogénique a été lancée à grand renfort de campagne marketing, on n'en a plus beaucoup entendu parler pendant quelques années. Et puis, au dernier salon IMTS, donc il y a 2 ans maintenant à Chicago, on a vu apparaître pas mal de broches de fraisage spécifiquement développées pour la cryogénie, notamment avec certains fabricants et certains producteurs, notamment 5ME aux États-Unis, qui a travaillé avec des sociétés telles que Benz, avec Doosan, un fabricant de machines et autres. On a GF, donc GF Charmy, hein, le fabricant de centres d'usinage, qui a également proposé une broche pour cryogénie CO2, celle-ci, qui permet donc d'utiliser un fluide de type CO2 plutôt que de l'azote liquide. Comme je vous le disais, certains fabricants d'outils, de porte-outils, Seco, Kennametal, ont proposé et commencent à mettre sur le marché des dispositifs, et Horn le fait également d'ailleurs, des dispositifs qui vont nous permettre de tirer profit de ces arrosages cryogéniques avec des outils spécialement conçus, donc avec des revêtements qui seront moins sensibles aux grands froids produits, et puis avec des porte-outils optimisés pour le cheminement de ces gaz. On a également des sociétés telles que Mitis qui développent des systèmes d'assistance vibratoire à l'usinage. Cedra Technologies le fait également dans le perçage, Acoustech System et autres. Vous avez des fabricants de machines qui intègrent directement sur la machine les systèmes vibratoires, que ce soit par le biais de logiciels, donc de macros de programmation, comme ce que font Index et Tornos, mais également des systèmes particuliers qui sont générés chez Citizen, Star, etc., etc. Et puis dans le domaine de l'assistance de l'usinage assisté, on a également une démonstration qui a été faite, une présentation d'un produit qui a été fait en collaboration entre PCI-SEM, les arts et métiers et le CETIM lors de la Foire d'Hanovre de l'année dernière, qui présentait une broche qui possède des capacités d'interprétation de données, de récupérer des informations en temps réel, et puis d'intervenir sur le processus d'usinage en modifiant ces paramètres de façon à garantir que les bons paramètres sont utilisés au bon endroit. Voilà, et si on veut aller plus loin, les chercheurs travaillent toujours dans le domaine on est dans un développement relativement récent de ces technologies, même si le principe est connu depuis longtemps, mais il y a des développements technologiques de plus en plus importants et beaucoup de laboratoires, notamment en Allemagne, qui travaillent dessus. Au niveau de ce qu'on peut voir sur le marché, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vu une machine Doosan qui est utilisée Rapidement, Stéphane, s'il te plaît. D'accord, par une entreprise américaine pour fabriquer des pièces aéronautiques qui utilise l'azote liquide, avec une réduction avec un gain de productivité de l'ordre de 30% sur les coûts de fabrication des pièces aéronautiques en titane. Des technologies de vibration sont utilisées sur les centres de tournage décolletage tels que Citizen, Star, Index, Tornos, etc. Et puis une nouveauté qu'on avait vue l'année dernière, c'est le procédé Deep Supercutting qui va utiliser de la neige carbonique, des particules de neige carbonique pour refroidir la zone de contact outil-matière. Donc c'est un dispositif qu'on a prévu de tester ici, dont on pourra vous fournir plus d'informations dès que les effets du confinement seront complètement levés. Pour autant, le procédé d'assistance s'adresse aussi aux procédés d'arrosage traditionnels, puisqu'on voit de plus en plus sur le marché des systèmes qui vont nous permettre de piloter l'arrosage par les fluides de coupe qui se développent et qui vont permettre d'optimiser l'utilisation de ces fluides de coupe et de maximiser leur emploi. Donc il y a encore, on va pas remplacer complètement les huiles, mais on va compléter leur action. Donc deuxième partie, on parle de simulation. Merci Stéphane. On passe la parole rapidement à Bertrand pour les 2 technos qui parlent de simulation. Merci à vous. Moi je vais vous parler effectivement de conception simulation avec 2 technologies finalement
assez proches, donc la modélisation et simulation des procédés d'un côté et l'optimisation numérique de l'autre. On va démarrer par la modélisation et la simulation des procédés. Donc la définition, clairement, c'est des outils logiciels qui permettent de modéliser des procédés complexes de fabrication, procédés mécaniques, que ce soit de la fabrication additive, du forgeage, du soudage, etc. Et qui, en prenant en compte des phénomènes multiphysiques, vont permettre de mieux comprendre le fonctionnement d'un procédé et donc d'anticiper via des simulations pour anticiper les contraintes, les déformations et derrière justement de pouvoir anticiper les problèmes lorsque on va entrer en phase de fabrication de pièces. Donc grâce à la simulation, à la modélisation en amont, donc on va pouvoir éviter donc des problèmes lors de la phase de fabrication. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors c'est quand même quelque chose qui est utilisé depuis longtemps dans pas mal de procédés, que ce soit simulation de forgeage, du soudage, etc., de la mise en forme des tôles. Aujourd'hui, il y a une tendance forte de R&D sur la simulation de la fabrication additive, parce que c'est une technologie effectivement très, très émergente, très à fort potentiel donc pour la mécanique. Et donc, il y a de nombreux travaux sur la modélisation et la simulation de fabrication additive. Et également, on note aussi des tendances sur la simulation de l'usinage, notamment pour la prédiction des contraintes résiduelles. Alors c'est encore c'est un marché qui est en forte croissance, et un fort potentiel de croissance si on en croit les études actuelles. Alors essentiellement, finalement, pourquoi on fait de la modélisation de la simulation? C'est clairement pour anticiper les comportements des structures et les procédés. Et donc, justement, derrière, réduire le temps et le coût des développements, donc avec peut-être moins d'essais derrière physiques, grâce à la pertinence du modèle et de la simulation. Alors, effectivement, le gros enjeu, on va dire, dans cette activité-là, c'est vraiment de trouver le compromis entre la précision des modèles et la capacité de calcul associée. Effectivement, s'il vous faut 15 jours de calcul pour évaluer la contrainte résiduelle sur votre pièce, ça va pas être envisageable au niveau industriel. Alors c'est pour cette raison que souvent donc, on parle de systèmes type réduction de modèles qui a pour objectif en fait on va dire de combiner le modèle multiphysique avec des données issues par exemple de l'expérience et l'utilisation d'intelligence artificielle derrière dans l'objectif finalement d'avoir des modèles qui répondent aux besoins sans être trop précis, donc qui donnent des réponses correctes dans les capacités, sans utiliser des capacités de calcul astronomiques. Et un autre enjeu important, c'est le chaînage numérique, donc de faire en sorte que toutes les données qui viennent des simulations puissent aisément récupérées derrière par ceux qui sont plus sur l'aspect production, essai, etc. Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? On a de nombreux outils logiciels qui sont disponibles sur le marché. Alors on peut citer Aspen+, Pro2, GProms, il y en a énormément. On peut citer MSC Simufact, donc là qui propose une suite logicielle de simulation d'analyse pour la modélisation de machines de fabrication et de procédés de formage complexes. On peut citer également COMSOL Multiphysics, donc là vraiment c'est la modélisation et simulation multiphysique, donc qui prend vraiment en compte l'ensemble de paramètres, matériaux, physique, géométrie, etc. Et on peut citer également Autodesk. Il y a beaucoup de fournisseurs de solutions, notamment, donc là, Autodesk, c'est notamment pour de la modélisation et simulation de procédés de fabrication additive. Par exemple, AP+, là, qui propose une solution donc dédiée à la modélisation, à la simulation de soudage. Donc là, ça permet vraiment d'optimiser les procédés de soudage, et donc répondre à des problèmes complexes, notamment
prendre en compte le prédécalage, le chauffage latéral, le refroidissement des pistes, serrage adaptatif, etc. Tous ces outils-là, finalement, visent vraiment à optimiser les procédés mécaniques. Et quelque part, ça va faire la transition vers la prochaine fiche. Voilà, puisqu'on va parler d'optimisation numérique, je trouve que c'est effectivement deux technologies très, très liées. Donc l'optimisation numérique, quelque part, c'est, on va dire, c'est des maths. Finalement, c'est trouver la solution optimale pour répondre à un problème donné. Donc on combine évidemment des techniques mathématiques et algorithmiques et de simulation, finalement pour déterminer la solution la plus adaptée à une situation donnée. Alors ça peut être pour n'importe quelle optimisation, quelle est la meilleure configuration des machines pour l'ordonnancement de la production. Ça peut être également, pourquoi pas, pour une meilleure gestion de main-d'œuvre, etc. Optimiser la fabrication, le fonctionnement d'un moteur. C'est très variable. Et c'est basé sur vraiment des approches d'optimisation mathématiques, telles que par exemple les méthodes de Monte-Carlo, les méthodes des plans d'expérience. Il y a plein de possibilités, et également liées, on va dire, à des algorithmes d'intelligence artificielle, etc. Et c'est vraiment cette combinaison-là qui va permettre donc de trouver et d'optimiser les systèmes et les produits fabriqués. Alors évidemment, c'est quelque chose qui, là encore, fait appel à des phénomènes multiphysiques, multiparamétriques, qui peuvent être très complexes du coup. Et aujourd'hui, c'est relativement, voire très peu diffusé dans les PME. C'est plutôt la propriété de grands groupes, de l'aéronautique, de l'automobile, qui vont utiliser ces techniques d'optimisation. Donc pour optimiser la conception et le développement de nouveaux systèmes, de nouvelles pièces. Si on passe à la page suivante. Donc là, effectivement, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité des produits en conception. Finalement, c'est un outil d'aide à la décision pour trouver les meilleurs compromis, entre, je sais pas, un système multiphysique, meilleure performance mécanique, meilleure résistance thermique, etc. C'est vraiment l'objectif, et donc c'est ça prend énormément de paramètres en compte pour arriver à un produit, donc finalement de meilleure qualité, quelque part, c'est ça qui est cherché, et finalement, meilleure durée de vie de produit, meilleure fiabilité, et gain en temps de développement. Comme pour la modélisation et la simulation, il y a toujours cette problématique de continuité numérique, finalement, que ces données-là soient facilement transposables et récupérables par d'autres services. C'est un enjeu important, on va dire, au niveau de la digitalisation de la mécanique. C'est vraiment cette capacité à assurer la continuité numérique des données. Derrière, il y aura un besoin de démocratiser ces techniques dans les PME. Ça peut partir d'une manière globale sur la simulation, la modélisation et l'optimisation numérique. Je pense qu'il y a un enjeu important de sensibilisation dans les PME. Et ces teams d'ailleurs peut apporter des choses au niveau de son activité simulation, justement. Et comme je disais, c'est quelque chose qui est une démarche complexe avec quelque part des compétences spécifiques importantes à maîtriser, et surtout derrière disposer des moyens de calcul. On en revient encore à ce qu'on évoquait précédemment sur finalement trouver le compromis entre la capacité de calcul, le besoin en capacité de calcul et la précision de la simulation. Là encore, donc quelques exemples. On voit qu'il y a de nombreux outils qui permettent de faire de l'optimisation numérique. Alors, on peut citer Sigmasoft, ProSim+, Esteco, CFD numérique, qui proposent vraiment différents outils d'optimisation. Alors que ce soit de l'optimisation en mécanique des fluides, de l'optimisation de calcul de structure, etc. Donc il y a énormément d'outils qui sont proposés.
Ce qu'on peut dire, c'est, si on prend la page suivante, ouais, c'est quand même comme je disais, essentiellement utilisé donc, par les grands groupes, notamment en aéronautique, en automobile. Alors notamment tout ce qui peut être optimisation d'ailes d'avion, de fuselage, hein, et donc qui nécessite effectivement de prendre de nombreux paramètres différents ensemble, donc justement pour vraiment optimiser la forme des ailes, du fuselage, etc. Dans les automobiles aussi, dans l'automobile aussi, donc en amont, donc vraiment pour optimiser et trouver le meilleur compromis. Donc, comme je disais encore, hein, vraiment entre l'interdisciplinarité qui fait qu'aujourd'hui, il faut trouver toujours un optimum entre les différentes contraintes multiphysiques et multiparamétriques qui sont à prendre en compte. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas à nous questionner pour en savoir plus sur les technologies qui ont été présentées ou sur celles qui n'ont pas été présentées. En tout cas, toute l'information vous est disponible. Merci à tous et bonne journée. Merci à vous. Et bonne journée.